Avec cela, Monsieur Turbenson, nous pouvons continuer. Nous avons effectivement un certain nombre de personnes qui sont parfois sur Zoom pendant les audiences concernant ce sujet précis, car il y a tellement de personnes qui souhaitent participer. Je vais rappeler à tout le monde sur Zoom qu'il faut garder le micro coupé. Tous ceux qui rejoignent Zoom arrivent avec le micro coupé. Merci de ne pas activer votre micro. Et je garderai un œil autant que possible pendant que nous faisons cela sur toute personne qui entre dans la salle d'attente, et je les laisserai entrer si quelqu'un est en retard. Je ne peux pas le garantir, mais je ferai de mon mieux. Très bien, Monsieur Turbenson, vous pouvez commencer. Oui, avant de commencer, avec les parties sur Zoom, puis-je parfois avoir la main sur la présentation des pièces et faire entendre ou montrer des éléments au tribunal? Oui, je crois qu'ils pourront entendre, mais pas voir. Mieux vaut qu'ils ne voient pas. C'est bon, d'accord. Vous allez utiliser l'écran pour ça? Oui. D'accord. Si vous faites ça, je dois descendre pour regarder de plus près. Tu me connais, donc, d'accord. Non. En tenant compte de la gravité des infractions commises par cet accusé, de son caractère, y compris son âge et ses diagnostics de santé mentale, ainsi que de la nécessité de protéger le public. L'État recommande, pour le premier chef d'accusation, que le tribunal rende l'accusé éligible à l'examen d'une libération sous surveillance prolongée après avoir purgé 50 ans de détention initiale. Pour les chefs d'accusation 3, 4, 5 et 6, l'État demande au tribunal de prononcer les peines maximales. Pour chacun de ces chefs d'accusation, les appliquer les unes à la suite des autres, mais en même temps que la peine du premier chef d'accusation. Si Prince était encore en vie aujourd'hui, il aurait 8 ans, 5 mois et 13 jours. Il serait en train de terminer l'année scolaire. Il serait le grand frère de 2 frères et sœurs qui sont dans la salle d'attente juste à côté. 2 enfants qui sont trop jeunes pour vraiment comprendre ce que cela signifie de perdre un grand frère. 2 enfants qui, encore aujourd'hui, demandent « Où est Prince ?» Prince devrait se préparer à jouer. Cet été, il devrait être en train de se préparer à faire du vélo, à traîner avec des amis, à profiter du soleil chaud, à faire toutes les choses que nous espérons et souhaitons pour nos jeunes enfants de cette communauté. Le 25 octobre 2023, cet accusé a littéralement réduit Prince au silence. Prince a commencé cette matinée en voulant aller au sous-sol pour passer du temps avec cet accusé et le co-accusé. Comme n'importe quel autre jeune enfant, il admirait cet accusé. Il voulait passer du temps avec cet accusé. Il a probablement imité le comportement qu'il voyait chez cet accusé. Quand Prince est allé au sous-sol, et il a rencontré cet accusé. Comme cet accusé l'avouera plus tard à la police, il a eu une envie d'étrangler Prince. Il a mis ses mains autour du cou de Prince et il l'a étranglé jusqu'à ce qu'il y ait du sang. Prince avait de la mousse à la bouche. Il perdait connaissance. Monsieur Patoura est entré et a observé ce qui se passait. Et le choix qu'il a fait ce jour-là est un choix qui entre à Monsieur Patoura et devrait hanter Monsieur Patoura pour le reste de sa vie, parce qu'il a choisi d'aider cet accusé à assassiner Prince. Après que Prince ait perdu connaissance, la décision a été prise de lui attacher les bras et les jambes ensemble avec du ruban adhésif. Son corps a été placé dans des sacs poubelles.
Et alors que le corps de Prince était placé dans des sacs poubelles, il a commencé à reprendre connaissance. Les accusés ont réagi au fait que Prince reprenait connaissance en le frappant à plusieurs reprises, en lui donnant des coups de poing et des coups de pied. Puis ils ont saisi un club de golf et ils ont tour à tour frappé sa tête. Après avoir utilisé un club de golf, un poids d'haltère a été lâché sur la tête de Prince. À l'autopsie, l'indentation et l'empreinte du poids de l'haltère étaient visibles sur le corps de Prince. Prince a été tellement battu au sous-sol que le sac s'est déchiré et son corps a dû être remis dans un autre sac. Mais la violence a continué. Cet accusé et le co-accusé ont transporté le corps de Prince dans la cour située au 2411 North 54th Street, où le petit corps frêle de Prince a laissé échapper des gémissements. D'une manière ou d'une autre, il était encore en vie. À partir de là, un bain d'oiseaux en béton de 35 kilos a été soulevé et laissé tomber sur Prince. Ce serait la dernière fois que Prince émettait un son. Les accusés transporteraient le corps de Prince sur plus d'1,5 kilomètre, enfermé dans des sacs poubelles. Ils sont passés devant une cour d'école où des enfants jouaient et on peut entendre les enfants sur la vidéo de surveillance. Ils ont traversé des jardins. Ils se sont relayés pour porter le corps de Prince. Ils ont fait une pause devant une autre école avant de finalement jeter le corps de Prince dans ce sac poubelle à l'intérieur d'une benne, comme s'il s'agissait d'un déchet. Ils ne se sont pas contentés de le déposer dans une benne à ordures. Ils ont veillé à ce qu'il soit recouvert et enfoui à l'intérieur de cette benne. Au début de l'après-midi du 25 octobre 2023, les parents de Prince ont remarqué qu'il n'était pas au domicile. Ils ont fouillé la maison puis cherché dans le quartier. L'un des aspects les plus glaçants de cette affaire est que les co-accusés, cet accusé et M. Patura ont en fait aidé à cette recherche, tout en sachant parfaitement où se trouvait le corps de Prince. Participer comme s'il y avait espoir. Participant comme s'il pensait qu'il était vivant, alors que ce n'était qu'un mensonge. La réponse du département de police de Milwaukee à la disparition de Prince est stupéfiante. Trop souvent, les forces de l'ordre sont critiquées publiquement chaque fois que quelque chose ne va pas. Très rarement, nous célébrons réellement le travail remarquable qu'ils accomplissent au quotidien. Ils ont effectué une enquête de voisinage en contactant plus de 200 maisons résidences et commerces.
Lorsque la recherche initiale n'a pas permis de retrouver Prince, ils ont élargi le périmètre d'un mile carré supplémentaire. Et pendant que les recherches se déroulent à l'extérieur, dans le quartier, le détective Buffman de la division des crimes sensibles du département de police de Milwaukee se rend au domicile. Et alors qu'il traverse la maison, il remarque des taches de sang sur le sol du sous-sol. Il remarque des éclaboussures de sang sur les couvertures que M. Protera utilisait pour séparer son espace de vie des autres zones du sous-sol. Immédiatement, le détective Buffman prend la décision de demander à tous les membres du foyer de se rendre dans le salon afin qu'une enquête plus approfondie puisse être menée dans le sous-sol. Un chien de recherche de cadavres a été amené. Du luminol a été utilisé, montrant de nombreuses zones dans le sous-sol où il y avait des éclaboussures de sang et du sang laissé par le meurtre brutal du petit prince, âgé de 5 ans. Monsieur Patoro a été interrogé par les forces de l'ordre. Il a raconté qu'il était allé se promener avec Monsieur Mendoza dans l'après-midi du 25 octobre 2023. Il a dit qu'ils étaient allés au parc Jacobus, puis, grâce à un autre excellent travail d'enquête de la police, lors de l'enquête, l'un des détectives a demandé à voir son téléphone portable pour consulter ses données de localisation et a constaté que lui et M. Mendoza étaient en réalité partis dans la direction complètement opposée du parc Jacobus. M. Paterno a été arrêté pour obstruction et mensonge à la police. C'est lors d'un interrogatoire en garde à vue avec la police que M. Paterno a fait sa première déclaration essentiellement a rejeté la responsabilité de l'homicide de Prince entièrement sur les épaules de M. Mendoza. Lors de cette déclaration, M. Patoro a dit qu'il n'avait fait qu'aider à l'ensachage du corps de Prince, son transport et son dépôt dans les ordures après que l'homicide ait eu lieu. Sur la base de ces informations, Eric Mendoza a été arrêté et interrogé par la police. Encore une fois, grâce à un travail de police vraiment phénoménal, détective Mark Arm et Ken Gordon ont interrogé M. Mendoza. Et pour tous ceux qui ont des doutes sur le rôle de M. Mendoza dans cet homicide, il leur suffit de regarder cet entretien parce que les détectives ne donnent aucune information à M. Mendoza, à part lui dire que Patura a avoué. La réponse de Mendoza à cela est « Qu'a dit Patura ?» Et les détectives disent « Dites-nous ce qui s'est passé. » Avec ces informations, M. Mendoza nie avoir participé de quelque manière que ce soit à l'homicide de Prince. Ensuite, les détectives montrent une seule photographie, une capture d'écran de la vidéo de surveillance où l'on voit M. Patura et M. Mendoza marcher avec le sac qui contient le corps de Prince. M. Mendoza nie à nouveau toute connaissance de ce qui est arrivé à Prince et affirme qu'il porte un sac d'ordures. Cela témoigne d'une réelle sophistication. Il s'agit, il faut l'admettre, d'un enfant de 15 ans qui a été capable de mentir à plusieurs reprises face aux détectives. Ce n'est que lorsque les détectives révèlent à M. Mendoza qu'ils ont en réalité retrouvé le corps de Prince. Puis M. Mendoza commence à admettre son rôle dans ce qui s'est passé.
Même à ce moment-là, les détectives ne partagent aucune information concernant l'état du corps, ni les blessures sur le corps. Lorsque M. Mendoza avoue, sa confession est corroborée par l'enquête des forces de l'ordre. Les éclaboussures de sang retrouvées sur l'haltère, le sang retrouvé sur le club de golf, lorsque les détectives interrogeaient M. Patura, il a fourni des informations selon lesquelles M. Mendoza avait en fait, seulement 2 jours plus tôt, poignardé plusieurs personnes dans la ville de Milwaukee. Que Mendoza est revenu à la résidence après avoir poignardé plusieurs personnes et se vantait de ce qui s'était passé, croyant qu'il avait peut-être tué ces personnes. Avec ces informations, les détectives ont de nouveau interrogé M. Mendoza au sujet de chacune de ces 3 agressions au couteau qui ont eu lieu dans un rayon d'environ 1 mile autour du domicile de M. Mendoza. En réponse aux agressions au couteau, la première question de M. Mendoza est « Sont-ils en vie ?» M. Mendoza finira par admettre avoir poignardé 3 citoyens différents. Tous faisaient des choses très différentes. Dans cette communauté, en attendant un bus, aller chercher à manger, marcher. Quand chacun a été poignardé dans le dos. Lorsqu'on considère la gravité des infractions commises par cet accusé, il n'y a rien de plus odieux, il n'y a rien de plus scandaleux, de plus grave que cela. Un enfant de 5 ans de cette communauté a souffert alors qu'il était battu à plusieurs reprises. La vie de Prince comptait. Nous ne le saurons jamais. Ce que Prince aurait pu devenir. Nous savons qu'il aimait Spider-Man. Ses 2 jeunes frères et sœurs portent aujourd'hui des vêtements de Spider-Man pour honorer leur frère. Mais cet accusé a privé cette communauté de ce que la vie de Prince aurait pu lui apporter. Il ne va pas à l'école. Il n'apprendra pas à faire du sport. Comment conduire une voiture? Quelle est sa matière préférée? Quelle est sa pire matière? C'est une perte immense pour une mère, pour un père, pour des grands-parents, pour la famille élargie. L'autopsie du corps de Prince démontre le niveau brutal de violence qui a été infligé à ces tout petits os. Il avait une fracture en charnière à la base du crâne. Dans mes conversations avec le médecin légiste, ils ont parlé de la force considérable nécessaire pour provoquer une fracture à cet endroit du crâne. C'est une fracture très rare, très inhabituelle, qui nécessite un niveau de force très élevé.
Il avait des fractures de l'os pariétal droit et de l'os frontal de son crâne, des lacérations de la dure mère, des hémorragies sous-durales, des hémorragies sous-arachnoïdiennes, de multiples contusions du cerveau, c'est-à-dire des contusions cérébrales. Sa clavicule gauche était fracturée. Il avait des hémorragies dans ses poumons, dans son diaphragme, des hémorragies dans ses intestins et son mésentère. C'est difficile. Je pense à l'autopsie dans cette affaire et je lis des mots sur les blessures que cet enfant a subies parce qu'ils ne rendent pas justice à ce qui a été vu lors de l'autopsie. Il avait de nombreuses lacérations sur le corps, même sur le visage. Je me rappelle avoir été contacté par la police après la découverte du corps de Prince. Et c'était un détective de la division des homicides qui a expliqué qu'après avoir obtenu des informations de M. Patera sur l'emplacement du corps, ils ont fouillé ces deux différentes bennes à ordures qui se trouvaient derrière le bar. Et ce que je vais montrer au tribunal, c'est l'enregistrement de l'agent entrant dans l'une de ces bennes à ordures et découvrant le corps de Prince. Je vais la passer sans le son. Tout le monde sur Zoom, je dois donner le contrôle à l'accusation. Vous ne pourrez rien voir. Nous allons l'écouter au tribunal, puis je reviendrai remettre le partage pour que vous puissiez continuer à voir.
Je ne vais rien passer. Je ne vais pas en passer plus que cette partie-là. Quand ils sortent le corps de prince de la benne à ordures, ses mains sont attachées avec du ruban adhésif noir, comme ceci. Ses jambes sont liées avec du ruban adhésif en position fétale. Tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'il faisait tout ce qu'il pouvait dans les derniers instants de sa vie pour se protéger des coups répétés qui étaient portés à son corps en essayant de se couvrir comme il le pouvait. C'est ainsi que son corps a été retrouvé. Le premier témoin que j'ai appelé à l'audience préliminaire de M. Mendoza était cet officier. T'as fini avec le contrôle. Oui. D'accord, je reviens sur Zoom. Cet officier a pleuré à la barre. Il a expliqué que c'était la pire expérience de sa carrière et de sa vie. Les détectives et les agents des forces de l'ordre qui étaient tous sur les lieux lorsque le corps de Prince a été retrouvé ont parlé du moment où son corps a été sorti. Un moment de silence s'est installé parmi tous les agents des forces de l'ordre présents. Le manque total d'humanité et de dignité dont a fait preuve cet accusé et M. Patura envers Prince contraste tellement avec les efforts des forces de l'ordre et la dignité qu'ils ont montrés à Prince à ce moment-là. Ils ont observé un moment de silence. Votre honneur, lorsqu'on considère la gravité des infractions commises par cet accusé, il n'y a rien de plus grave, rien de plus scandaleux que cela. Deux facteurs empêchent l'État de recommander la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle dans cette affaire. Ces deux facteurs sont l'âge de M. Mendoza et les diagnostics de santé mentale de M. Mendoza. Ces deux facteurs ensemble, ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, sur le 8e amendement et les peines cruelles et inhabituelles, imposent que les mineurs ne devraient pas recevoir de peine de perpétuité sans libération conditionnelle. Mais ne vous y trompez pas. Éric Mendoza est dangereux. Même si ce sont certains aspects de ces diagnostics de santé mentale qui conduisent à cette dangerosité, il représente un danger considérable pour la communauté. S'avancer effrontément vers 3 personnes et les poignarder. Frapper un enfant à ce point, puis se débarrasser du corps et mentir aux forces de l'ordre. Tout cela démontre le danger que représente M. Mendoza. C'est un point positif. Et M. Mendoza mérite certainement d'être reconnu pour avoir pris ses responsabilités et plaidé coupable dans cette affaire. Cela aurait été un procès difficile et douloureux. Tous deux solides quant à l'étendue des preuves, la quantité de traumatisme vicariant créé et qu'il l'aurait été si l'affaire était allée au procès, aurait égalé en ampleur et en portée la force des preuves. Il faut reconnaître à M. Mendoza un certain mérite pour avoir plaidé coupable.
et d'avoir épargné ce traumatisme supplémentaire. Il est impératif de protéger le public dans cette affaire. Il est également fortement nécessaire d'assurer une dissuasion spécifique et de punir M. Mendoza. Il y a un fort besoin de dissuasion générale. Notre communauté dans son ensemble doit savoir que nous accordons de la valeur à notre jeunesse. Ils sont notre ressource la plus précieuse et notre avenir. Ils méritent d'être protégés au plus haut degré. Et quand ce niveau de violence est imposé à un enfant aussi jeune, sans défense et innocent, notre grand public doit savoir qu'il existe une dissuasion et une punition. Votre honneur, au vu des arguments de l'État, je demande que M. Mendoza soit condamné à la réclusion à perpétuité pour le premier chef d'accusation, avec possibilité d'examen pour une libération après 50 ans d'incarcération initiale, puis pour les chefs d'accusation 3, 4, 5 et 6. L'État demande que les peines maximales soient imposées et purgées en même temps que celles du chef d'accusation numéro 1.